Salut Justine, comment tu vas? Salut Tom, je vais bien et toi? Ouais, ça va. Ça fait longtemps, hein. Ça fait De ouf, longtemps. de ouf. T'avais disparu un petit peu et je suis content que tu sois, on va dire, de nouveau sur scène. Et l'objectif de le podcast, comme tu le sais, ça va être de retracer ta vie et savoir un petit peu où t'en es aujourd'hui. Let's go. T'es prête? Yes. Alors, je commence toujours une question un petit peu difficile pour certaines personnes. C'est comment toi tu te présenterais en une phrase? Alors, entrepreneuse depuis 2018. Aujourd'hui, je me considère comme, coach pour entrepreneurs, mentor business et podcasteuse. Ok, ça me va. On Ça te aura va? effectivement tout l'occasion de retracer tout ça, toutes tes compétences. L'idée, c'est de comprendre aussi d'où vient la Justine, Mmh. comment elle a fait pour en arriver là. Donc, est-ce que tu peux me raconter, voilà, dans quel cadre familial toi t'as vécu? Est-ce que tu avais des frères, des sœurs? Est-ce que tes parents étaient entrepreneurs? Et après, me raconter un petit peu ta vie dans le parcours scolaire. OK, très bien. Alors, je suis née le 1er décembre 1991 à Vénissieux, aux Minguettes. Sissi représente, lyonnaise, pure souche. Je suis fille unique. Et je suis issue, d'une, famille, en tout cas mon père et ma mère ont toujours été entrepreneurs. Alors mon père entrepreneur entrecoupé. Il y a eu des gros moments, salariés puis, entrepreneur plus tard. Ma mère entrepreneuse, c'est-à-dire que, elle a ouvert son magasin de diététique à ma naissance. Donc elle avait à peine, 25 ans, puisqu'on a 25 ans d'écart. Et donc c'était assez, à l'époque, novateur, en tout cas d'ouvrir ce type, de boutique, donc dans les années 90 quoi. Et donc moi j'ai grandi, dans la boutique de ma mère. J'ai fait mes premiers pas dans la boutique de ma mère. Notre appartement, était derrière la boutique, vraiment à l'ancienne. Voilà. Et donc par la suite, elle a fait un dépôt de bilan de son magasin diététique parce que juste en face, une grosse chaîne, s'est ouverte. Normal, la base, de l'entrepreneuriat et du capitalisme. Et puis par la suite, elle a fait une reconversion pro, elle a passé un CAP esthétique. Elle a été salariée en remplacement d'une nana qui avait son institut. Donc elle a remplacé en congé mat et puis, la dame est revenue de son congé mat, elle a licencié ma mère et ma mère a ouvert son premier institut, à Caluire. Et donc, je crois que j'avais même pas 10 ans. Mes parents venaient tout juste de se séparer, donc vraiment, je pense que je devais avoir 7, 8 ans, quelque chose comme ça. Et donc on a vécu toutes les 2, pendant des années, un vrai duo assez fusionnel et où d'ailleurs, quand j'étais petite, je me souviens lui avoir dit, tu sais, à l'époque, on avait un livret écureuil, tu sais, à la caisse d'épargne pour les enfants. Mmh. Et je lui avais dit: «Écoute, si tu as besoin d'argent pour acheter ma maison, tu prends dans mon livret écureuil». Et en fait, sur la table de comptoir, dans sa boutique, dans son institut, il y avait une petite tirelire, il y avait écrit Justine, donc ses clientes mettaient des petites pesetas pour ma maison en Le pourboire. marketing était déjà là, tu vois. De ouf. Et puis, ouais, tout de suite, j'ai fait preuve d'assez d'autonomie, d'indépendance pour pouvoir la laisser justement développer son activité. C'était important pour elle et important, pour moi, j'imagine. Hem, Entre guillemets, moi, j'avais la sensation, en fait, que c'était naturel de dans une forme de soutien comme ça. Voilà. Et donc, jusqu'à mon départ de chez ma mère, elle a été entrepreneuse, hein. Elle a vendu un premier institut, elle en a ouvert un autre, ça cartonnait de ouf. Mais par contre, je la voyais, hem, s'épuiser, je la voyais, stressée, je la voyais, sous pression, des gros horaires et cetera. Et pour moi, dans ma tête, c'était hors de question que je sois entrepreneur. Parce que J'allais j'avais te cette poser la vision question. de l'entrepreneuriat de cette manière, tout en sachant que la sœur de ma mère, ma tante, était aussi en profession libérale, en indépendante. Et donc, il y avait beaucoup de routes, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de fatigue, beaucoup de trucs, tu vois? Et j'étais là genre: «Waouh, qui c'est quoi ces femmes qui s'épuisent?» Quel est ce quel Pourquoi est-ce qu'on est entrepreneur, en fait, finalement, quand on vit ça? Et donc moi, j'étais pas du tout appelée par l'entrepreneuriat. Par contre, j'avais déjà plein de projets, donc c'était, des trucs, je sais pas, soutenir des copines, qui voulaient monter une marque de fringues et m'occuper du site internet, tu vois? Ce genre de trucs. Donc je mettais des petites billes comme ça, sans me dire qu'un jour ce serait vraiment, mon activité, en tout cas que je serais, moi entrepreneuse. De mon côté, moi j'ai fait un bac littéraire option théâtre. Je voulais aller absolument en fac de psycho, je voulais devenir psychanalyste. Donc j'ai été en fac de psycho, j'ai pas validé ma troisième année, parce que, spoiler alert, je suis dyscalculique et en psycho, il y a énormément de stades de sciences, de neurosciences. Et donc en fait T'as ça dit quoi? Discas? dyscalculique.
Je connaissais pas. OK. Bah, c'est de la comme la dyslexie, mais du coup, au niveau des calculs et d'ailleurs, généralement, c'est assez lié. Il y a un petit peu de dyslexie de toute enfin, voilà, ça peut être un peu lié. Comme j'ai toujours été une très grande lectrice, je pense que ma dyslexie, en fait, a été épongée par le fait de beaucoup lire et donc d'imprimer, bah, les mots, l'orthographe, les phrases, quoi. Et donc j'ai pas validé ma fac de psycho. En parallèle, je bossais. J'avais un job étudiant, dans une brioche dorée, à Caluire, et puis j'ai quitté, Caluire. Je suis allée m'installer à Montpellier parce que, c'était là où se trouvait le master de psychanalyse, que je voulais faire, enfin psycho avec option psychanalyse et puis, je me suis inscrite à la fac. En fait, je suis jamais allée. J'ai bossé pendant 1 an, donc j'ai augmenté mon job à la brioche dorée. J'avais un 30 heures, il me semble, mais bon, ça tirait plus autour des 35 et puis au bout d'un moment, je me suis dit: «Mais en fait, je vais pas vendre des croissants toute ma vie». C'était génial d'être, en boutique, tout ça, d'avoir des collègues et tout, mais bon, j'avais aussi ce truc de je m'ennuie, quoi. C'est que ça ma vie, j'ai pas envie et j'avais, je sais pas, 22 ans et donc j'ai demandé à faire un BTS en alternance, donc BTS MUC, management des unités commerciales. La Brioche Dorée voulait me prendre en alternance et puis je me dis: «En fait, je vais aller voir si je peux aller dans une autre entreprise» et donc à l'époque, j'allais me faire coiffer dans un salon, afro-européen puisque j'étais déjà adepte des colorations et puis beaucoup d'extensions aussi et puis en fait, bah, j'ai été prise en BTS, chez eux en alternance. Donc j'ai fait 1 année à Montpellier, puis 1 année à Paris dans un autre business, mais toujours dans la coiffure afro-européen et c'est surtout, lors de cette alternance-là où j'ai commencé en fait, comme mon job c'était de manager et de développer l'unité commerciale, eh bien c'est comme ça qu'en fait j'ai commencé à mettre un peu les mains de façon autodidacte dans la com et le marketing. Donc à Montpellier, j'ai commencé à développer les réseaux sociaux de la boutique. J'ai accompagné à la création d'une autre boutique sur Toulouse dans tout ce qui était, lancement événementiel, et puis réseaux sociaux de la nouvelle boutique. Et à Paris, pareil, je travaillais au siège de la boîte, et donc j'avais une partie dans la boutique vente et j'avais, aussi beaucoup de com. Donc c'est là où j'ai commencé à rédiger des articles de blog, c'est là où vraiment le cœur de mon travail était sur Facebook et puis on commençait à développer Instagram. C'était le tout début d'Instagram à ce moment-là. C'était quelle année ça? 2014, donc Instagram existait, mais on partageait plutôt les photos de chats, de voyages et de repas. C'était pas encore quelque chose, au fur et à mesure, ça commençait à devenir quelque chose d'utile aux entreprises, mais c'était encore tout nouveau et donc je commençais à développer ça. J'ai eu mon BTS et puis, je me suis dit: «Ah, qu'est-ce qui se passe dans les grandes boîtes quand on est salarié? Peut-être que ça change, peut-être que ça peut me plaire» et donc j'ai été, embauchée, en tant que conseillère, clientèle multimédia, donc dans une banque à distance au Crédit du Nord, toujours à Paris, et j'y suis restée 6 mois. C'était une super expérience. C'était du conseil, beaucoup de ventes et donc en fait, j'avais des résultats de ouf au niveau des ventes et puis tout de suite, très rapidement, ma fibre, managériale et process a pris le dessus. Donc j'ai formé les nouvelles recrues, j'avais revu les process d'onboarding et aussi de sécurité au niveau des clients et puis au bout d'un moment, je me suis dit: «En fait, la vie à Paris, c'est bon, j'ai fait le tour, je veux plus, je veux rentrer». À cette époque-là, spoiler alert, j'étais mariée, donc je voulais, quitter Paris, quitter la personne avec qui j'étais, donc vraiment changer de vie et donc je suis OK. revenue à Lyon, j'ai posé ma dème, j'ai fait ma demande de divorce et je me suis barrée et à Lyon, ça a été repris goût, entre guillemets «à la vie» parce que ce que je vivais à Paris était pas ouf, soit, plutôt au niveau perso et puis, là, j'ai eu des nouvelles envies. Je me suis dit: «En fait, c'est cool d'être dans une grosse boîte, c'est cool d'être dans de petites boîtes, mais à chaque fois, je suis dans une case et cette case-là, elle est trop, restreinte pour moi. Elle est trop petite et très rapidement, je m'ennuie et j'ai besoin de toucher à plus de choses». Sauf qu'en réalité, quand tu es embauché sur une fiche de poste, généralement, tu restes sur ta fiche de poste. C'est tout. Tu commences pas à faire nimp. Et donc, bah, à ce moment-là, je me suis, alors je touchais mon chômage parce que j'avais, chopé un autre job et puis en fait finalement, j'avais fait un abandon de poste. À l'époque ça fonctionnait. Ouais. Donc, abandon de poste, chômage et donc en parallèle de mon chômage, je gardais des enfants, je faisais du babysitting, sortie d'école, pour rester quand même active et puis, là j'ai passé un diplôme d'attachée de presse, à distance, autofinancé. Je me suis inscrite à un bachelor, marketing communication dans les industries culturelles. Parce que, mon chéri de l'époque, qui est toujours mon chéri actuel, Marvin, lui est artiste, donc auteur, compositeur, interprète et donc en revenant à Lyon, j'ai baigné dans le milieu artistique qui m'a toujours branchée, hein, de par, mon bac et cetera et donc je voyais ces artistes qui étaient en galère de com, de marketing et cetera et moi j'étais là genre: «Mais j'ai les outils, vous avez le projet» et j'ai commencé un petit peu à encore une fois, hem
ouais, tâter un peu le terrain, à faire un petit peu de ce que j'apprenais, je le testais avec eux, et cetera, et cetera. Et puis, on arrive, courant 2017. Alors je m'étais formée en web marketing, en copywriting, aux réseaux sociaux, en création de sites internet, en relations presse, hem, en Tu avais déjà un gros promotion bagage, quoi. musicale. Ouais, enfin vraiment je mettais tout ça, c'était vraiment de l'auto-formation. J'ai suivi pas mal de trucs en ligne principalement. Et puis à un moment donné, le chômage, commence à dire: «Eh, c'est bientôt la fin, il va falloir que tu, génères de l'argent puisque tu ne manges pas de l'air Justine, tu as un loyer à payer et de la bouffe à payer également». Et en fait, donc c'est en discutant avec ma mère m'a dit: «Écoute, tu fais plein de trucs». Je lui avais créé son site internet, j'avais, créé son communiqué de presse, je faisais sa com max machin. Pareil avec les copains artistes. Ma mère me dit: «Écoute, là, dans 6 mois, tu as plus de chômage, tu te lances, tu essayes, tu y vas, tu te fais payer, tu y vas». Et pour une fois, je l'ai écouté et j'ai dit: «OK, on y va». Et puis pareil, comme j'avais suivi pas mal de formations avec, Live Mentor, j'avais eu un call avec Alexandre Dana qui m'a dit: «Écoute Justine, c'est de l'or que tu as entre les mains. Maintenant, il faut y aller, il faut que ce soit vraiment sérieux, il faut que tu te prennes toi-même au sérieux. Lance-toi, lance-toi et juste te spécialise. C'est quoi la porte d'entrée qui va te permettre ensuite de augmenter un peu, ton panel d'offres, de compétences, de voilà, et cetera». Et j'ai dit: «Bah, OK, bah, je vais commencer par la porte d'entrée qui est en tout cas plus naturelle pour moi et qui est un problème véritablement douloureux pour les artistes et les pros de l'industrie musicale, c'est le social media management». Et donc je me suis lancée, comme ça, la décision a été prise, été 2017. De septembre à décembre, j'ai bossé mon réseau, mon site, ma com, ma strat, mes offres. Je commençais à déjà avoir des leads et les leads attendaient justement que j'ai mon numéro de SIRET pour pouvoir, du coup, facturer. Donc 1er janvier 2018, j'ouvre ma micro-entreprise, je signe mes premiers clients, 15 jours après, je vivais de mon activité. Et donc ça a été comme ça, en tout cas en lancement, 1er janvier 2018. Et donc bah, j'ai fait principalement du social media management, on va dire pendant 6 mois. Ensuite, il y a eu, ouais. Je te coupe juste, est-ce que tu peux définir Mmh. pour ce que c'est le social media Oui, manager bien sûr. en quelques lignes? Oui, oui, tu fais bien de me poser la question. Alors, c'est pas si différent d'un community manager, en dehors que le social media manager, lui, met vraiment en place la stratégie, pilote, une stratégie parfois multicanal, et fait, plus d'analyse. Le community manager est plutôt généralement, cantonné entre guillemets à plus ce qui est opérationnel, donc création de contenu pur et dur. Social media manager, il y a la créa, mais aussi de la strat et de l'analyse. Et OK. on est vraiment sur des missions plus multicanales où on peut très bien avoir, plusieurs réseaux sociaux, on peut très bien avoir, pourquoi pas aussi, une newsletter, en charge, voilà. C'est un CM un peu plus avancé, en tout cas avec un peu plus d'outils. OK, Est-ce que ça c'est clair? marche. Ouais? Cool. Yes. Et donc c'est ce que j'ai fait pendant 6 mois. Puis au fur et à mesure, les artistes avec lesquels je bossais, les labels avec lesquels je bossais ont évolué. Et donc il y a eu, ben, un petit internet, il y a eu encore une fois des relations presse, et puis il y a eu, trouver des partenaires pour développer le projet musical, et cetera. Et c'est ce que j'ai fait le plus clair de mon temps jusqu'à été 2019. Début 2019, je cofonde un studio de création musicale avec, Marvin, mon compagnon. Et puis je sentais que je commençais à être frustrée de faire que ça. J'en avais un peu aussi ma claque d'être très souvent la seule meuf dans des équipes, d'être très souvent celle qui sauve les miches de tout le monde, d'être tout le temps, en flux tendu parce que il y a de l'ego artistique, parce qu'il y a plein de choses. Et donc je commençais un peu à subir en fait mon métier. Et je me suis souvenu qu'en fait, bah, quand je m'étais lancée, c'était pour pouvoir avoir une liberté. Alors on dit la liberté temporelle, mais c'était surtout aussi la liberté de choisir mes clients et de faire des missions, qui, moi, me font plaisir aussi. Mmh. Et là, il y avait plus ça. Je vivais très bien dans l'activité, mais j'ai décidé d'arrêter, et notamment parce que j'avais un client qui était assez toxique, qui respectait ni le cadre ni les limites, et qui commençait à être de plus en plus radin dans la volonté de me payer, alors que je faisais bien ma part du taf. Un jour, il m'a dit: «Justine, tu sais faire quoi d'autre que les réseaux sociaux? Je peux pas te demander le café, tu habites trop loin». Je bossais pour son label, son projet, j'avais trouvé ses partenaires, je m'étais déplacée, je faisais de la vidéo, enfin bref. Les réseaux sociaux, on va dire que c'était juste une pierre de l'édifice, quoi. Et là, ça a été, un élément déclencheur, vraiment une véritable claque. Et je me dis: «En fait, stop, j'arrête. J'arrête de travailler dans l'industrie musicale. J'ai 2 mois de trésorerie et puis on va voir où le vent me mène». 3 semaines après, le vent m'a menée à Live Mentor où, j'ai été contactée,
parce que justement, j'avais toujours des contacts avec Alexandre Dana, avec l'équipe, tout ça. Ils m'ont dit: «Écoute Justine, là, on ouvre des places de mentoring, enfin de mentor en freelance. Tu as suivi pratiquement toutes nos formations de l'époque. Tu as eu, des réussites de ouf, tu as, de l'expérience. Tu en plus, tu as vraiment une fibre, où tu sais accompagner des projets artistiques et culturels, ce qui est pas toujours facile en réalité. On te veut en tant que mentor freelance» et donc c'est ce que j'ai fait, janvier-février 2020, juste avant qu'on soit tous enfermés chez nous et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à développer cet aspect mentorat, création d'entreprise, développement d'entreprise, accompagnement et en parallèle, j'avais lancé mon premier podcast qui s'appelle Just in Tune sur les coulisses de l'industrie musicale parce que je voulais, montrer l'envers du décor et surtout partager le fait qu'avoir un projet dans l'industrie musicale, c'est pas juste enregistrer et mettre sur Spotify, voire YouTube à l'époque. C'est de la stratégie, c'est de l'équipe, c'est une véritable fibre aussi entrepreneuriale Mmh. quand on se lance en solo, en indé et quand on veut travailler avec, des partenaires. Qui sont ces partenaires? Comment est-ce qu'on parle avec eux et c'est quoi les autres métiers qui vont faire qu'un projet musical, va sortir du lot et donc j'ai eu des invités de fou, vraiment et ce podcast-là, je voulais pas le monétiser, c'était vraiment mon laboratoire, à moi et il a cartonné. Il a été sélectionné dans la catégorie podcast de l'année Social Music Awards. J'ai été sélectionnée dans les 30 de moins de 30 ans de la nouvelle onde qui font, bouger les choses dans l'industrie musicale. J'ai eu beaucoup d'opportunités pro que j'ai refusées, mais que j'ai gardées dans un coin pour le projet musical de Marvin. Et c'est comme ça, en fait, que tout 2020, j'ai fait du podcast et du mentorat. Et puis, les personnes que j'accompagnais en business m'ont dit: «Hey, en fait, tu as des résultats de fou avec ton podcast. Viens, on en lance un pour mon business». Et c'est qu'en fait, c'est comme ça, en fait, qu'est née ma spécialité, mentor business et expert podcast. Et donc, j'accompagnais et en business et en podcast. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à, été 2000. Trop cool. Bon là, tu as abordé plein de sujets. Je t'ai laissé, heu, pas faire ton monologue, mais en tout cas, voilà, parler avec envie et Je passion t'ai laissé tenir le crachoir. et non, non, mais franchement, c'est ouf parce que moi, de ce que j'en ressens et de ce que j'entends, c'est que tu as su à chaque fois, bah, en fait, saisir les opportunités et surtout, heu, savoir t'écouter, même s'il y a eu des moments de doute où là, tu as écouté ta mère pour te lancer, par exemple, mais dès que tu sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas, tu arrivais à stopper assez rapidement pour rebondir sur autre chose et ça, c'est vrai qu'il faut le souligner parce que c'est pas donné à tout le monde de dire stop à un moment donné, de le mettre de côté, de faire table rase et de passer à un autre projet. Oui, Donc et surtout quand ça marche. ouais, surtout quand ça marche, tu vois? Parce qu'il y a beaucoup de parasites, beaucoup d'ego, beaucoup de Mmh. le manque d'argent peut apparaître aussi, cette notion de manque d'argent et franchement chapeau par rapport à ça, parce que du coup je ne savais pas. J'ai appris déjà plein de petites choses. Hem, OK. Du coup, moi j'avais une question juste par rapport à, cette transition, dans le milieu du coup musical. Comment finalement t'es arrivé dans ce milieu qui est quand même assez niché? Peut-être c'est un milieu peut-être d'hommes, donc j'aimerais un petit peu que tu me racontes, bah, les petits coulisses, quoi. Oui, et ben, tu vois, quand je me suis installée, avec Marvin, à la Croix-Rousse, lui avait son studio, à l'appart et moi je m'étais aussi installée, en bureau aussi à l'appart et en fait toute la journée, c'était, de la musique. De la musique, il travaillait à ce moment-là, avec un artiste qui s'appelle Tom Ace, et ça faisait déjà plusieurs années qu'ils bossaient ensemble tous les 2 et Tom Ace avait été signé chez Sony, et en fait, moi je toute la journée j'entendais, de la musique, je les voyais discuter créa, je les voyais discuter DA, développement, les appels avec le manager, l'équipe manager, les appels avec le label et cetera et souvent, en tout cas, ce qui devenait très récurrent, c'était, «Tom, il te faut une image. Tom, il faut de la com. Tom, il faut ci. Tom, il faut ça». Alors lui, il a jamais été, hem allergique aux réseaux sociaux, bien au contraire, il avait tout de suite compris que c'était un véritable outil. Par contre, ça crée une certaine charge mentale, surtout quand tu es dans une phase de créa, et qu'en fait, tu as peut-être un peu d'autres choses à penser que de faire tes posts. À l'époque, c'était même pas encore des stories, hein, donc Mmh. de faire tes posts sur les réseaux sociaux, de créer, de la vidéo, des clips et cetera et cetera et donc c'est comme ça que je suis rentrée un petit peu. C'était déjà à la base pour donner un coup de main, quoi. En me disant, si je bosse, avec ce pote, qui en plus est un projet avec mon copain, si on s'y met bien tous les 3, en fait, on aura des résultats de dingue et puis, testons quoi, partons à l'aventure parce que c'était vraiment ça, c'était l'aventure quoi. Et c'est comme ça en fait que je suis rentrée et puis ensuite, c'est devenu, pro quand je me suis officiellement lancée.
J'ai travaillé avec un indé à Lyon, j'ai travaillé avec, un rappeur aussi, j'ai travaillé avec un DJ, j'ai travaillé avec une chanteuse de variété, j'ai travaillé avec un artiste plutôt soul, sur Los Angeles. J'ai commencé à travailler avec des personnes un peu partout dans le monde, avec un problème précis qui était, comment je fais pour, gérer mes réseaux sociaux, mais surtout comment est-ce que je fais pour me démarquer, pour que ma musique soit écoutée? Et du coup, bah, c'est comme ça en fait que je suis arrivée là-dedans parce que au delà de juste connaître les outils, social media et les outils de com et de marketing, moi ce que j'entendais parce que toute la journée j'avais de la musique et donc c'était le message que l'artiste voulait véhiculer à travers soit un seul titre ou à travers un projet musical, donc un EP ou un album. Et donc c'était ça qui me portait de ouf, c'est qu'en fait c'était à chaque fois du renouveau. L'artiste se réinvente, il propose une chanson, il propose un projet, c'est une nouvelle histoire, c'est, une nouvelle DA, c'est, du nouveau stylisme, c'est, des nouvelles photos, c'était ça qui était hyper excitant. Donc je suis arrivée dans l'industrie musicale, en travaillant majoritairement avec des hommes en effet, mais surtout parce que c'était les copains. C'était les copains au départ et puis en fait, c'est devenu pro. Comme ça au fur et à mesure et tu vois, j'avais créé mon site internet. Sur ma page d'accueil, j'avais une vidéo de présentation où justement je parlais, des réseaux sociaux, mais je parlais plutôt à l'artiste en tant que tel. Je parlais vraiment de son message, de sa musique et je parlais pas en plus à l'époque, il y avait beaucoup d'agences qui, accompagnaient des labels, mais qui étaient plutôt dans un achat de vues, achat de followers et alors ça n'a pas changé, mais disons que moi mon discours c'était: «Si tu vas en concert, mais que tu as acheté tes followers, ta salle de concert sera vide. Donc Sera viens, on vide. travaille. Voilà, c'est ça. Viens, on travaille sur prouver tes super fans, ta com, le fait que tu sois à l'aise avec tes médias sociaux, et puis que tu crées du lien et que tu crées vraiment cette image-là, quoi, et que ces gens-là, en fait, soient tellement embarqués dans ton message, dans ton projet musical, qu'en fait, eh ben, ils vont venir te voir en concert et venir acheter ton merch, ta musique, etc., etc. Et donc Ouais. ma grosse tête là sur cette vidéo, j'ai été repérée par des artistes, qui étaient en label, des artistes connus, des artistes que j'écoutais en étant enfant, ado, donc c'était complètement Tu vas fou. pas citer de nom là? Tu vas pas Non, nous faire de OK. non, si d'accord, Florent Mott, je sais pas si ça te parle, mais c'est le gars qui Mozart l'opéra rock qui chante toujours d'ailleurs la Saint Symphonie. Et donc il m'avait contacté et enfin non, c'était assez fou. Ray, le label, Play2, m'avait contacté aussi. Bon, ils ont préféré travailler avec une grosse agence de com, mais parce que c'est gros label et donc ils ont leur petit confort avec les grosses agences de com. Mais en réalité, je m'étais vraiment démarquée alors que j'étais pas trentenaire, pas sur Paris, pas dans des gros labels, full indé Bah oui, ouais, et c'est parce que j'avais fait rayonner mon message et ma personnalité qu'en fait j'avais été repérée et puis j'avais une stratégie, SEO, j'avais, mes réseaux sociaux et j'avais augmenté mon réseau, quoi. trop cool. Tiens, bah, j'aurais bien aimé être une petite souris moi pour, aller dans cette industrie parce que je pense qu'il y a encore plein de choses que tu «nous caches» entre guillemets, mais Mmh. on va passer de sujet. Moi, ce qui m'intéresse, moi, ça va être le justement ce switch, le fait que tu, prennes ta posture de mentor, mais arrive en même temps, le fameux, covid. Qu'est-ce qui se passe, justement à partir de ce switch et comment tu appréhendes et tu gères la chose finalement? Alors si tu veux être une petite souris déjà, tu peux enfiler tes oreillettes et écouter le podcast Just Tune. Il y a pas d'épisode depuis 2022, mais il y a des rostas, des gens qu'on ne connaît pas de la vie publique, mais qui sont des vrais pieds de l'industrie musicale et tu peux en découvrir beaucoup, beaucoup, On beaucoup, les beaucoup de mettra ce qui se en passe. description alors. Je suis sûr que c'est Et intéressant. notamment, j'ai enregistré un épisode avec, Kaina, qui est une personne formidable et qui travaille avec David Guetta depuis, je sais pas, une quinzaine d'années. Donc non, j'ai eu des personnes assez folles. Donc on arrive au covid en effet. Moi, je suis freelance chez Alimentor. Mon planning, c'est, du podcast et du mentorat et en fait, à ce moment-là, comme tout le monde est chez soi, tout le monde a envie de lancer ce projet qui traînait un peu, dans un tiroir qui prenait la poussière et en fait, mon activité a explosé, clairement. J'ai accompagné jusqu'à 60 entrepreneurs tous les mois, pendant plusieurs mois. C'était une trentaine de visios par semaine. Donc moi, j'ai pas vécu du tout le même confinement que les autres, hein. Moi, les apéros visio, je tapais que les visios, j'avais pas les apéros. Je sortais du coup, bah, très peu comme nous tous, mais alors moi, j'habitais déjà à la campagne à ce moment-là. On avait déménagé de la Croix-Rousse, fin 2018. Donc j'avais cet environnement qui faisait quand même du bien où oui, je passais beaucoup de temps en visio, mais purée, je passais aussi beaucoup de temps dehors pour pouvoir m'aérer le neurone, quoi. Mais moi, mon activité a explosé, c'est-à-dire que, tu vois, je t'avais dit que j'avais 2 mois de trésor. En réalité, j'ai pas eu besoin de les utiliser, ces 2 mois de trésor, parce que très rapidement, j'ai onboardé chez Live Mentor et très rapidement, en fait, j'ai fait du chiffre que j'avais jamais fait en étant dans l'industrie musicale.
où je plafonnais à 2000-2005. Là, j'arrivais sur des 6 000 euros de chiffre d'affaires par mois et j'étais là genre: «Oh waouh!» Par contre, c'était archi intense, c'était vraiment intense Mmh. et donc tout 2020, ça a été comme ça jusqu'à peu près, ouais, septembre 2020 où je me suis dit: «En fait, ce rythme-là, c'était bien mignon, mais c'est pas ça ma vie, en fait». Passer mon temps en visio, de switcher de projet en projet, alors oui, c'est excitant, mais en fait, c'est éreintant. Et à ce moment-là, j'ai rejoint la BSB Academy, la première session de Aline, GB Boost, pour justement essayer de voir quel est le lien entre le podcast et le mentorat et comment est-ce que moi je peux à nouveau développer ma propre activité sans dépendre uniquement de Live Mentor parce que j'avais Live Mentor, j'avais un autre client social media qui avait rien à voir avec la choucroute, qui était plutôt, on va dire un réseau humain où je travaillais avec une agence commerciale. Donc lui était une agence commerciale de produits naturels, donc je travaillais avec, des herboristeries, des pharmacies, des laborantins, des thérapeutes. C'était chouette, mais rien à voir avec la choucroute. Et donc tu vois, j'ai vraiment, ces 2 clients-là et j'accompagnais des artistes, en stratégie. Donc voilà, j'avais 4-5 clients, récurrents, dont le plus clair de mon temps, c'était Live Mentor et mon podcast. En fait, ma semaine était vraiment entrecoupée, très dense, très chargée. Ouais, c'était assez rythmé. Je me suis dit: «En fait, je vais pas continuer comme ça toute ma vie et c'est pas pour ça que je suis là» et du coup, comment est-ce qu'on trouve le lien, avec tout ce que je fais? Qui je suis aujourd'hui puisque j'ai arrêté de bosser en social media. Je fais du mentorat, je fais du podcast, c'est ça que je veux garder, c'est ça que je veux mettre en avant. Je vois bien que c'est utile. J'ai accompagné un podcast aussi, mais j'arrivais pas à trouver les mots. Et puis de toute façon, c'est plus simple d'accompagner les gens Toujours. que de se faire soi-même les trucs. Donc tu vois, j'arrivais même pas à bosser mon persona, alors que c'était la première chose que je faisais faire à Mmh. mes clients, tu vois. Et donc voilà, j'ai rejoint la BSB. Et puis, pareil, du coup, il me semble que c'est en janvier, février 2021, quelque chose comme ça, que j'ai fait ma première bêta test de mon programme MOVA, qui a été mon programme signature phare, de 2021 jusqu'à, 2024. Et voilà et ça a été l'ascension au fur et à mesure, de ce programme-là. En parallèle, je continue toujours à accompagner en mentorat, business, hein. J'avais sorti un premier accompagnement qui s'appelait Réveille ton bise, le programme, comme mon podcast, comme mon business. Et puis voilà, pour moi, je faisais vraiment les 2, du mentorat business pur et du mentorat podcast au service du business. Trop bien. Tu as des chiffres un petit peu à nous partager, notamment, peut-être sur Mova, le nombre de personnes que tu as accompagnées, les podcasts que ça a révélé derrière? Mmh. Alors sur ma bêta test, j'avais 4 nanas. La promesse était: «Lance ton podcast en 3 semaines». Alors clairement, sur les bêtas, là, c'est un appel à tout le monde, hein, les personnes qui nous écoutent sur les bêtas. Quand vous testez une idée, ne commencez pas à créer une usine à gaz. Moi, clairement, ma bêta, c'était un Google Drive avec des PDF, une visio par semaine et je crée le support en fonction des besoins de mes clientes. Et c'est comme ça qu'est créée la V1, en fait, de Mova et évidemment, derrière, ça a été étayé. Je me suis rendu compte que lancer un podcast en 3 semaines, oui, c'est possible, mais tu vires femmes, enfants, animaux, gosses, clients, ça demande quand même, du neurone et donc je me suis rendu compte que sur les 4, il y en a 2 qui ont réussi à respecter le timing, donc je voulais pas créer de l'anxiété à lancer un Mmh. podcast. Donc j'ai augmenté la durée. Donc au départ, j'ai eu 4 nanas. Après, j'ai mis, sur 2 mois et donc fonctionner à la fois et en lancement et en evergreen. Mais bon, les lancements à l'époque, tu vois, je savais pas faire de masterclass, je faisais pas non plus de publicité. C'était vraiment, mon contenu, mon CRM, mon réseau, tu vois? Et surtout les entrepreneurs que j'avais accompagnés auparavant en business, avec qui j'étais restée en contact. Du coup, je faisais beaucoup de entre guillemets «recyclage» de clients et donc du coup, ça marchait assez bien. Donc ouais, la bêta, c'était 300 €. Ensuite, j'ai vendu Mova, 700, 1 1500, et je me suis arrêtée même en 2024, j'étais à 1 590 hors taxes, qui faisait un 1 990 et quelques, TTC, en période de lancement. Sinon, il coûtait plus cher parce que, ouais, il coûtait plus cher parce qu'en fait, en période de lancement, il y avait des bonus et cetera. Mais globalement, le produit était au grand max à 2 100 € TTC. Pas Et mal donc pour depuis, ça. ouais, non, franchement, c'était un bon produit, très quali, du suivi. Enfin, sur la fin, il y avait pas que moi, hein, qui accompagnait, il y avait aussi Clémentine en mentorat, Camille qui était en tout ce qui était assistance technique, il y avait une commu, la création du générique de podcast dans mon propre studio. Enfin, vraiment, c'était quelque Mmh. chose de la seule chose qu'on faisait pas, c'était se mettre à la place des personnes derrière leur micro, quoi. Mais sinon, tout était, pratiquement du clé en main, et donc c'est pour ça que ça fonctionnait aussi bien. Parce que toutes les étapes qui pouvaient faire peur, que ce soit l'idée, la technique, le lancement, tout ça, c'était balayé d'un revers de main, quoi. Donc, et c'était du coup fait avec les personnes. Et au total, dans Mova, j'ai accompagné un peu plus de 100 créations de podcasts. Alors, ils sont pas tous sortis. Il y en a qui sont restés au stade de
C'est pas encore le moment de le lancer, mais tout était créé, donc il n'y avait plus qu'à appuyer sur, envoyer et c'était en ligne. Il y en a certains qui, ont eu une belle vie et qui se sont arrêtés. Le tout premier que j'ai accompagné dans ma bêta notamment, c'est Anne-Laure Baratin de l'entreprise, Baratin et cetera, que j'avais déjà accompagné en business du coup en 2020. Son podcast s'appelle Genre de fille et il a cartonné, les sponsors, son podcast, je me souviens d'un DM sur Insta où elle m'avait dit, «Bon, bah, ça fait 3 mois que mon podcast est là. Mon agenda est plein, pour les 6 prochains mois». Elle faisait du copywriting. Mon agenda est plein pour les 6 prochains mois, je recrute. Et c'était complètement fou, vraiment, ça a cartonné. Elle est allée jusqu'à passer à la télé pour interviewer Macron, quoi. Vraiment, Ouais, c'est OK. vraiment assez fou, c'est une ascension assez folle et son podcast lui a vraiment ouvert des opportunités assez incroyables. Il me semble qu'elle a aussi enregistré des épisodes avec Lorraine Bastide. Enfin bref, vraiment, elle a eu des personnes assez folles dans son podcast. Donc une très, très belle ascension. J'ai accompagné des podcasts, vraiment, sur, plein de sujets différents. Il y en a eu un, qui était très chouette à accompagner parce qu'ils ont été très chouettes, hein. Il y en a un qui parlait, qui parle toujours notamment, de tout ce qui est, mort imminente, tout ce qui est vie après la mort aussi, tout ce qui est le monde de l'invisible, mais avec des notions très scientifiques et donc cette personne-là interviewait des médecins, des scientifiques, des personnes qui avaient fait ces expériences-là. C'était assez fou et donc très rapidement, Mmh. elle a été nommée dans les, médias spécialisés, en fait, sur ces sujets-là. Si Audrey, elle passe par là, elle se reconnaît. Donc non, non, il y a eu vraiment tous les sujets. Pareil, un podcast pour les esthéticiennes au cœur de la cabine, et le podcast pour le monde de la start-up. Il y a pas eu que des podcasts business, comme, toi et moi on peut le faire. Il y a eu des podcasts vraiment très nichés, des podcasts pour les enfants, des podcasts d'histoire, des podcasts non, franchement, il y a eu des podcasts de fou, donc ouais, une centaine de merveilleux podcasts en accompagnement Mova. Et puis il y en a eu d'autres que je ne connais pas spécialement puisque, j'avais créé et c'est toujours possible, hein, un produit qui s'appelle Popcast pardon, où en fait, en moins de 3 heures, tu peux, créer ton podcast. Donc, là, pour le coup, il y a eu, 600 personnes qui ont rejoint Popcast et donc, il y a une pléthore de podcasts que je ne connais pas parce que je les ai pas accompagnés dans le dur, en Mmh. tout cas qui ont suivi Popcast et qui ont fait, quelque chose. Trop cool. Franchement, bravo. Moi, je t'avais connu de toute façon sous cette casquette-là, pardon. Mmh mh. Et pour moi, tu étais la goth, en tout cas, sur, la partie podcast. Ce qui m'interroge, du coup, c'est aujourd'hui, on est le 2 octobre 2025. Mmh. Est-ce que les podcasts, ça vaut, ça vaut le coup encore, tu vois? Parce que les gens peuvent se poser ce genre de questions. C'est très cyclique et cetera. Là, le podcast, du coup, ça existe, on va dire, depuis quoi? 2017-2018 exactement. Ça Mais existe depuis voilà, des années le podcast, hein, mais ouais, c'est vrai que ça fait un pop dans notre industrie, on va dire à peu près, post-covid peut-être, ouais. un peu avant, même si c'était pas encore aussi écouté que ça. Déjà, tu pouvais pas écouter de podcasts de partout. C'était généralement sur Apple Podcasts, Mmh. puisque ça a été vraiment démocratisé par Apple, hein, de base. Mais ça existe au moins depuis 30 ans, les podcasts. Et puis, même avant que ce soit toi et moi qui lancions des podcasts, c'était aussi des rediffusions de radio. Donc ça existe depuis des années. Moi, en étant le 2 octobre 2025, pour moi, un podcast vaut toujours le coup. Ça vaut toujours le coup parce que, ne serait-ce que, par la durée du contenu. Comme je te disais, Justin Tunes n'a pas eu d'épisode depuis 2022 en ligne. Le podcast est toujours disponible. Aujourd'hui encore, j'ai des personnes qui viennent écouter le podcast sur YouTube parce que industrie musicale, donc présence obligatoire sur YouTube, qui s'abonnent à la chaîne YouTube, qui laissent des commentaires, qui vont sur compte Insta, qui m'écrivent en DM. Le podcast fait des écoutes alors que je n'ai pas levé le petit doigt depuis 2022. J'ai même enlevé le site internet où il y avait des articles et tout. Donc le temps de vie est quand même assez dingue. Ce qui n'est pas le cas d'un post Instagram. Parlons pas des stories parce qu'on le sait, hein, 24 heures ça expire, mais un post Instagram, s'il a le mérite d'être vu, il a pas plus de temps de vie qu'une story non plus. Donc bon, je dirais que ça vaut toujours le coup, ne serait-ce que pour, pouvoir se défaire de ces diktats des réseaux sociaux qui poussent à une surproduction, pour, oui des résultats, mais aussi pas beaucoup d'espérance de vie, donc toujours devoir se renouveler, toujours devoir créer, 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 créer. Ce qui n'est pas le cas avec le podcast. Aussi pour créer toujours, cette proximité, c'est-à-dire que moi mon podcast, il fait partie intégrante de mon tunnel de vente, heu, à plein de niveaux, que ce soit sur la découvrabilité, la visibilité, que ce soit pour donner confiance, que ce soit pour vendre, que ce soit pour fidéliser. Il revient à chaque fois, et en fait, parce que c'est un contenu long, c'est un contenu qui est ultra recyclable et donc d'un épisode de podcast, tu peux sortir une cinquantaine de
contenus différents. Un article de blog déjà de base, plusieurs newsletters, du contenu shorts. Là, on enregistre, il y a aussi la vidéo qui tourne. Tu vas pouvoir sortir du shorts. En plus, on est sur Riverside, donc le taf est pré-mâché. Tu peux mettre ça sur YouTube Shorts, sur TikTok, sur Insta en Reels. Tu peux pondre plein de choses. Enfin bref, tu peux vraiment sortir du contenu, des pépites, passer en plusieurs, posts aussi, que ce soit sur des carousels ou des posts images ou peu importe en fait. Ce que tu crées là, ce qu'on crée là aujourd'hui, non seulement il va durer dans le temps, mais en plus tu peux le recycler pratiquement à l'infini et extraire des idées de ce qu'on raconte pour toi te donner plus d'idées de Mmh. contenu aussi. Enfin, c'est assez fou. Et pour moi, il vient vraiment en fait, aider, une entreprise, une marque à se démarquer parce qu'en étant là, ici, aujourd'hui, en train de parler, les personnes vont nous écouter au sein même de leur intimité. Moi, j'ai décroché un contrat, je crois que c'était en 2022, 2023, je me souviens plus, parce que la nana m'avait écouté dans le podcast Portail Entrepreneur, je crois que c'était ça, encore à l'époque, où j'étais invitée, hein, c'était même pas mon émission à moi. Elle avait adoré mon message, ma personnalité, elle était venue écouter Réveille ton bise, elle m'a envoyé un message, un mail en disant: «Tu as été mon coup de cœur de la salle de bain, enfin dans ma salle de bain, je veux te faire bosser avec nous» et j'ai eu un contrat de mentorat, pendant 6 mois qui était hyper bien payé, sans avoir rien fait. Juste en étant invitée dans un podcast, elle arrivait dans le mien, elle a kiffé mon énergie, mon générique, et ce que je racontais et elle est venue. Pas d'appel découverte, pas de proposition d'offre, c'est: «On a ce projet-là, on t'a trouvé, on te veut, viens bosser». En fait, dans ces cas-là, mon podcast, c'était mon commercial, sans que je fasse grand C'est chose ouf. en Ouais. réalité, tu vois? Bon, on voit du coup, la portée que ça peut avoir, que ce Complètement. soit sur du court terme, et du long terme. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas mal de mes clientes qui, au moment de la sortie du podcast, alors quand je dis sortie du podcast, c'est pas juste mise en ligne, c'est préparation d'un lancement, que ce soit un momentum, un événement. Tu peux lancer un concours, une liste privée, tu peux vraiment faire de la co-création, il y a plein de choses à faire lors d'un lancement pour vraiment que ça pop. Elle avait 3 leads qui étaient dans son pipe, on va dire tiède, tu vois, qu'elle avait déjà eu un appel découverte, mais qui signait pas. Ils ont écouté son podcast, ils ont signé dans la foulée. Parce que peut-être qu'il manquait un coup de personnalité, peut-être qu'il manquait Mmh. une certaine vibe qu'ils n'avaient pas eu lors des appels de vente. Le C'est podcast un est autre venu enfoncer cadre, le clou. ouais. C'est ça, Mmh, exactement. trop bien. Trop, trop, trop bien. Tout ce qu'on vient de dire, on parle un petit peu au passé. Nous, quand on s'est rencontrés, si je dis pas de bêtises, ça devait être 2023 ou 2024, je sais plus. Fin 2023, OK, je crois. Ou peut-être un petit non. Ouais, dans le mastermind de PB, donc septembre 2023. ouais, j'ai du mal toujours avec les dates. Ceci étant dit, tu traversais du coup une période assez délicate. Je sais pas si tu vas aborder ce sujet. OK, Tu voilà, OK, je OK. on ouvre la porte. Du coup, je veux bien que effectivement tu nous racontes ce qui s'est passé, tu vois? Mmh. Donc ton ascension et tout ça et bah, malheureusement un coup d'arrêt et peut-être nous donner derrière, bah, des avertissements ou des conseils, de ce que tu as pu en retirer parce que je pense que ça n'a pas touché que toi Mmh. malheureusement et voilà, se prémunir de tout ça et comment on peut, rebondir et c'est après ce sera le sujet d'après du coup. Oui. Alors on se rend compte en septembre 2023, va cartonne bien. Je plafonne un peu sur mes lancements. Je crois que je crois que Mova, je faisais 6 000, ouais, 6 000 € de chiffre d'affaires par mois juste pour Mova. À côté de ça, j'étais mentor et coach dans des programmes, dans la BSB Academy de Aline, dans le 3-6 de Pauline Sarda. Donc voilà, je taffais bien, je taffais beaucoup. Et en fait, je plafonnais Mova sur les lancements, mais surtout parce qu'en fait, je plafonnais Mova par agenda. J'étais vraiment limitée par le nombre de personnes que j'onboardais, le nombre de personnes que je pouvais accompagner parce que, c'était quand même un accompagnement. Alors je crois qu'à ce moment-là, on était passé sur 3 mois justement parce qu'il y avait le podcast, mais on passait quand même aussi pas mal de temps sur le business et le marketing du business. Faut pas juste être sur le podcast parce qu'un podcast, sans strat, c'est qu'un podcast et Mmh. l'idée, c'était de développer le business aussi. Donc il y avait 3 mois. Ouais, c'était 3 mois, donc c'était quand même assez long. J'étais toute seule à faire ça, et donc je rentre dans le mastermind, pour pouvoir, level up, faire plus de ventes et pouvoir dégager, aussi, un peu plus de trésor, en tout cas, pour pouvoir onboarder des personnes. À ce moment-là, je m'associe avec une personne qui, allait prendre en charge tout ce qui était, inscription via, CPF, FIFPL, AGFIS. Donc moi, je signe un contrat de prestataire de service avec l'organisme de formation, ce qui pouvait permettre à certaines personnes, d'utiliser leur compte CPF, voire aussi leur cotisation AGFIS et FIFPL, donc cotisation professionnelle à la formation, pour rejoindre Mova. Et
En soi, j'avais pas vraiment besoin de ça. C'était un plus, puisqu'en Mmh. réalité, ça fonctionnait très bien sans ça. Mais c'était un plus. Et donc, je fais des ventes en autofinancement et des ventes avec cet organisme de formation-là. J'atteins 10 K très rapidement par mois, très chouette. Donc, tout un nombre de personnes, sauf qu'en fait, les ventes faites avec l'organisme de formation, l'argent ne vient pas. Donc, je me retrouve avec plus de monde à accompagner, pas plus d'argent, heu, moins de temps, donc j'arrête de mentorer ailleurs. Je commence à sentir que là, la transition, elle est chaud patate. J'ai de la trésor, mais c'est chaud patate quand même. Surtout que là, j'avais des investissements moi, mon business, je refaisais la DA, je refaisais le site, j'avais des nouvelles photos parce que j'avais de la trésor qui me permettait ça. L'argent devait arriver. Mmh. Pour moi, c'était une période certes de transition, mais rien de très Alarmant, ouais. touchy. Une trésor qui pouvait, enfin, j'avais 3 mois de trésor. Franchement, ça allait. C'est pas la panacée, mais tu sais qu'au moins tu as de l'air, tu peux pallier à ce genre de déconvenus. Donc, je faisais des masterclass tous les mois, ça cartonnait. J'arrive 10 000, 15 000 par masterclass. Trop bien, trop cool. Du monde, du monde. Moins de temps, moins d'énergie. L'argent qui sort, de l'argent qui rentre pas tout de suite. Donc, j'avais, oui, de l'autofinancement, mais quand même aussi, je dirais, 40-50% de personnes qui passaient par l'organisme de formation. Donc, t'accompagnes, mais t'es pas encore payé. Et puis en fait, là, à ce moment-là, bon, c'était pas trop alarmant du fait de pas être payé parce qu'il y a forcément un délai entre le moment où l'argent tombe dans l'organisme et le moment où moi je suis payée. Hem C'est et 3 mais mois, je crois, c'est ça? À peu alors près? pour le CPF, ouais, c'est 3 mois, mais moi, en soi, dans mon contrat, c'était, j'envoie ma facture, en fait, tu vois? Je dépendais pas du tout du bon vouloir de la GFI, du FFPL ou de CPF. Moi, j'avais un contrat de formatrice, en soi. La personne m'indique qu'il y a un souci administratif, que, là, il y a un blocage au niveau des paiements. À l'intérieur de cet organisme de formation qui m'avait été recommandé par des personnes que je connais très bien, des personnes bien honnêtes aussi, qui travaillaient aussi avec cet organisme de formation-là. On était toutes un bon panel de formatrices, hem, quand même, reconnues et très connues. Et puis, la nana nous dit: «Là, j'ai un problème admin, je peux pas sortir d'argent». Et donc on est toutes un peu bloquées, tu vois? On a nos clients, on envoie nos factures, mais on est toutes bloquées. On se dit: «Bon, bah, OK, pas grave, c'est qu'administratif, ça va aller». Et puis, arrive le mois de mars où en fait, elle me dit: «Bon, bah, le CPF veut un contrôle, je le refuse, et mon comptable m'a mis en dépôt de bilan». Et là, tu te dis en fait, bah, au revoir l'argent, quoi. Et donc, moi, j'avais arrêté de vendre via de paiement formation, je dirais, ouais, février. J'avais onboardé, en urgence Clémentine, qui est une ancienne cliente Mova, qui est experte communication, création de contenu, pour pouvoir accompagner, bah, mes clientes Mova parce qu'en fait, j'y arrivais pas, quoi. C'était Mmh. vraiment trop. J'avais tout de suite pris aussi Camille qui travaillait déjà avec moi pour tout ce qui était, aspect technique. Donc l'argent sortait, l'argent ne venait pas et mon chiffre d'affaires était énorme encore. Mais sauf qu'en fait, là, pour le coup, on était vraiment sur un flux tendu. C'est, il rentre, il sort, il rentre, il sort, il rentre, il sort. Et moi, j'étais là, genre, c'est hyper anxiogène en fait, comme délire. Et puis c'est vrai que quand elle a dit que elle avait refusé le contrôle du CPF et qu'elle était en liquidation judiciaire, là pour moi, ça a été l'effet d'une bombe. Vraiment, c'était un véritable choc. Je me suis bloqué le dos immédiatement. Mmh. J'étais abasourdie, j'étais en colère, un sentiment d'injustice vraiment très très fort. De mais comment est-ce que tu as pu nous faire ça en fait? Comment à quel enfin et en plus la meuf me dit: «Mais j'ai ouvert une autre entreprise, on peut continuer de travailler ensemble sur l'autre». À quelle heure en fait? Là tu me dois 30 K. Comment en fait? Et C'était 30 000, ouais. moi c'était 30 000, presque 30 000. Il y en a c'était 70 000. Enfin au total elle laissait sur la table 230 000 €, Ouais. dans le plus calme, vraiment dans le plus grand des calmes. Et donc moi c'était un véritable choc. C'est pas grave, je continue à de vendre, d'accompagner mes clientes, de générer de l'argent pour payer mon équipe et cetera parce que là, plus de trésor. C'est-à-dire ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Et heureusement, j'avais un bon chiffre. Franchement, j'étais entre 8 et 13 000 € de chiffre d'affaires par mois. Mais j'avais beaucoup de charges. Parce que, bah, tu as du monde. Donc ces gens-là qui Bien viennent sûr, pour ouais. récupérer du temps, ils coûtent quand même de l'argent. Donc voilà. Et en fait, je vois que trop de pression financière et people autour de moi. Je me dis: «Waouh, c'est chaud». Il fallait que je vende tout le temps dans l'urgence, donc je faisais lancement sur lancement sur lancement. Quand c'était pas Mova, c'était un autre produit et cetera. Donc j'avais créé enfin bref, c'était une usine de guerre, enfin une machine de guerre pardon et une usine à gaz, tu vois? Et puis vient, le mois de juin, je foire mon lancement Mova, pour la première fois depuis, des mois, voire des années. Il fallait que je fasse 15 K
que je faisais très facilement avant. Je les fais pas. On est dans un entre-deux tours. Les gens sont juste abasourdis et choqués par ce qui se passe d'un point de vue politique. Ils flippent, normal. Vous flippez Mmh. tous. Donc c'est pas le moment de mettre 1005 dans un accompagnement podcast si tu sais pas va être l'avenir de la France, ni même l'avenir de ton business aussi. Donc tout le monde était un peu en mode pause minute. Qu'est-ce qui se passe? À quelle sauce on va être mangé? Donc ma masterclass qui fonctionnait très bien, je crois que je fais 5K, donc 3 fois moins que ce qu'il fallait. Et les 15K, c'était vraiment pour me redonner de l'air. Ouais. Donc là, je fais le minimum du minimum. Hem Et je me dis: «Non, en fait, je peux plus, j'y arrive plus». Je commence à être dégoûtée, j'arrivais plus à écouter les podcasts, j'arrivais plus à avoir envie d'accompagner. J'aimais plus ce que je faisais, j'aimais plus mon quotidien. Je parlais moi podcast, ça me donnait des crampes au ventre, quoi, vraiment. Il y en avait trop, 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 trop à gérer, trop à écouter, trop à réfléchir, trop à vendre, j'en pouvais plus. J'ai fait un dernier lancement en juillet, vraiment, last call, je ferme Mova. Donc des personnes qui hésitaient depuis plusieurs mois sont passées de l'autre côté de la force. J'ai accompagné juillet, août, septembre, jusqu'en octobre à peu près encore des clientes sur Mova. Et puis j'ai arrêté en fait de vendre, mais en fait j'ai fermé toutes mes offres aussi. Et j'ai pris un CDI. Et je suis allée m'enfuir chez Indie, où je suis devenue customer care spécialiste. Donc j'ai accompagné des entrepreneurs sur des questions administratives et comptables. Et donc j'ai onboardé en septembre parce qu'en fait, il fallait que je sorte de ma boîte. Il fallait que je sorte de ma boîte, il fallait qu'autre chose me paye que ma boîte, il fallait que j'arrête de bouffer ma boîte, Mmh. et de me faire un ulcère aussi, de me bouffer la vie aussi. Et donc il fallait que je sorte quoi, que je retrouve une prise de recul, un peu d'air, un nouveau souffle, une nouvelle envie, quelque chose. Est-ce que le CDI m'a donné ça? Oui et non. J'ai adoré bosser chez Indie, j'ai level up sur plein de compétences différentes, notamment en gestion comptable et administrative. Donc méga cool parce que du coup ça renforce aussi mes accompagnements, puisque la compta est un des problèmes douloureux des Bien entrepreneurs. sûr. On a tous eu des problèmes de compta, on a tous eu des problèmes de TVA, on a tous eu des comptables qui se sont fait la malle avec des informations qu'on aurait bien voulu avoir et qui nous ont mis dans la mouise. Pour le coup, moi, c'est plus un secret pour moi. Et donc, je suis très contente d'avoir levé le level up sur ces questions-là pour vraiment faire de sa compta, de ses chiffres, un véritable levier de développement et pas un truc que tu gardes sous ton lit qui fait peur la nuit, quoi. Et en fait, ma santé s'est dégradée très rapidement. J'ai commencé à avoir les cheveux qui tombaient beaucoup, des plaques dans le dos, des crises d'angoisse, des malades en pleine journée, des insomnies, une espèce de bipolarité émotionnelle. Je pouvais être en colère, triste, joyeuse dans la seconde qui arrivait. Et ça, c'est comme ça de novembre à janvier. Je vais quand même chez le médecin en disant: «Quand même, c'est long, hein, je somatise, mais c'est un peu beaucoup en fait, je vais bien, mon dos était toujours bloqué». Tu vois? Ça faisait presque 1 an Ouais, que ouais, j'avais ouais, archi ouais. mal au dos, et chez le médecin, check-up sanguin, et là c'est alarme, c'est-à-dire que j'avais explosé la perf des taux de la thyroïde. Donc j'avais une hyperthyroïdie avancée, une maladie auto-immune du coup qui est toujours là, la maladie de base d'eau. Et surtout, c'était à un tel point grave que ça avait commencé à déclencher des problèmes au cœur. J'avais un cœur qui battait beaucoup trop vite, qui commençait à potentiellement un peu s'épuiser, quoi. Enfin, tu vois? Et donc j'ai eu des bêta bloquants. Enfin bref, j'ai un traitement pour le cœur à 34 ans. J'ai encore 34. Non, j'ai 33. Je sais même plus quel âge j'ai. Parce que C'était j'arrive 91, tu peux avoir bah, non, tu vas avoir je vais 34 le avoir 1er 34, décembre. c'est ça. Donc à 33 ans, traitement pour le cœur, hyperthyroïdie, maladie de base d'eau. Et en fait, rétrospectivement, mon hyperthyroïdie, alors même si terrain génétique, a été déclenché par le choc émotionnel de cet impayé et de Ah cet oui, instinct ouais. de survie que j'ai enclenché pour pouvoir tout porter. Et donc, au lieu de foncer droit dans un burn-out, j'ai foncé droit dans une hyperthyroïdie, dans cet instinct de survie, dans ce mouvement de survie où bah, tout était poussé au plus loin de la productivité, de la production, de la pression, tout devait être très carré. Si je fais ça, ça va ça, machin, bim bam boum boum boum. Il n'y avait pas de place au hasard et ni de place au repos. Et donc j'ai nourri ça. Et voilà. Et donc j'ai quitté Indie parce que en fait le cadre, la perf, le métier faisait que renforcer aussi mon excès de productivité et de performance. Et puis depuis le mois d'avril, j'ai repris mes missions de coach mentor dans des programmes. Et j'ai repris les cours puisque maintenant je suis en train de passer une certification de coach professionnel, pour pouvoir, approfondir mes accompagnements et véritablement m'occuper des humains qui sont à l'intérieur des boîtes, des entreprises et qui commencent à un peu flancher à l'intérieur sans trop savoir pourquoi ça flanche, et surtout quand à l'extérieur ça se voit pas. Comme tu l'as dit au départ, plusieurs fois j'ai arrêté même quand ça marchait.
C'est pas toujours facile, c'est même hyper difficile de le faire et parfois on sait pas pourquoi on a envie d'arrêter, on sait pas pourquoi ça flanche, on sait pas pourquoi ça tangue. On sait juste qu'on veut pas que ça continue comme ça et donc l'idée c'est pas de faire péter des business et de tous partir en CDI. L'idée c'est de s'occuper de l'humain à l'intérieur de ça, pour qu'il se sente bien dans son business et que son business puisse à nouveau être sur, des nouvelles rails et pour ça, j'avais envie, besoin de monter mes skills en coaching. Cool. Bon, du coup, je te pose la question, moi, qui m'intéresse le plus. Est-ce que tu vas bien aujourd'hui quand même? Oui, oui, je vais bien, tu vois? On est à 15 jours, de l'arrêt de mon traitement. J'étais, assez stressée parce que c'est quand même un suivi, ultra régulier, des échographies de la thyroïde, des prises de sang, tous les mois, un traitement qui était archi lourd. Au fur et à mesure, le dosage, baissait, mais c'était quand même très, très, très difficile. On parle quand même des hormones, donc j'ai vraiment beaucoup de fatigue, beaucoup de down. Je pensais que j'étais même en dep, vraiment, c'était très compliqué et puis surtout, cette maladie-là, que ce soit l'hyperthyroïdie, la maladie de base d'eau, ça peut impacter aussi ma vie future. C'est-à-dire que dans l'état où étaient les choses, je ne pouvais pas avoir de grossesse non plus, sans me mettre en danger un futur bébé aussi. Enfin, ça pouvait vraiment impacter énormément, pas que mon quotidien, mais aussi le futur, quoi. Et donc le traitement est arrêté depuis 15 jours puisque les résultats sont très bons. Alors je suis toujours sous surveillance pour voir si la machine se réemballe pas sans traitement. Donc là encore à nouveau, prise de sang, puis future échographie, aussi, suivi, là pendant 3 mois et puis à voir, mais là je vais beaucoup mieux. Hem et surtout, tu vois, je me laisse, en fait, c'est ça, je me laisse. C'est pas se foutre la paix, c'est que je me laisse faire ou pas faire. Ça veut dire que je suis beaucoup moins rapide qu'avant, mais même dans la prise de décision, parce qu'avant, j'étais constamment sur la surréaction. Mmh. Il y a ça, on fait ça, il y a ça, on fait ça, il y a ça, on fait ça. Tu vois? Problème, solution et aujourd'hui, je ne cherche pas des solutions à tout prix. J'avance, hein, je suis toujours en mouvement. Par contre, c'est, si je ne fais pas ça, qu'est-ce que ça impacte? Si je fais ça, est-ce que ça m'impacte moi, en fait? Est-ce que c'est positif pour moi? Est-ce que je vais avoir envie de le faire demain encore? Est-ce que si je crée ce truc, est-ce que après-demain ou dans quelques semaines, je serai contente d'avoir mis ça en place, donc d'y avoir passé du temps? Ou est-ce que, bien au contraire, c'est encore un truc que parce que je sais faire, je vais le faire et parce que on connaît le marketing et les règles du marketing, donc on le fait parce qu'on sait que ça peut fonctionner. Mmh. J'essaye vraiment, je tâte à mes propres règles du jeu et surtout je fais, les choses, en À priorité ton pour rythme? moi et à mon Ouais. rythme. C'est ça. Du coup, est-ce que, tu fais, ton potager? Parce qu'on en avait parlé il y a 1 an et demi, c'était ton rêve? Oui, alors le potager a été, très médiocre cette année. On a déménagé, on a été propriétaire. Tu vois, la carte CDI m'a permis d'acheter une superbe maison. Donc, Mmh. tu vois, il y a eu quand même du positif. Parce que, ouais, la boîte ne suffisait pas. Bref, donc le potager a été très médiocre parce que changement de terrain, changement de jardin et surtout parce qu'on rénove notre maison. On est en plein dans les travaux, ce qui fait que le potager est devenu, une autre, au fin fond de nos priorités, puisque les priorités, c'était de faire de l'électricité, de faire de l'isolation et d'installer une chambre déjà en premier lieu et de faire le premier étage. Donc il y a du taf à côté et c'est génial parce que du coup, ça aussi, ça c'est du temps de ma vie et du temps de ma vie que j'ai envie de vivre et aujourd'hui, tu vois, mon planning alors ça faisait déjà des années que je travaillais entre guillemets «plus beaucoup», sauf en 2024 où vraiment, c'était vraiment à contre-cœur de dépasser les 20 heures de travail, mais parce qu'en fait, c'était éteindre des feux et donc éteindre des feux, lancer des feux, éteindre des feux, lancer des feux, c'était mon Ouais, quotidien. tu pas le choix. Voilà, pareil quand j'étais en CDI, j'étais en 36 heures. Là, aujourd'hui, je travaille mardi, mercredi, jeudi. Le vendredi, c'est pour ma tronche. Le samedi, c'est pour ma tronche. Le dimanche, c'est pour ma tronche et le lundi, c'est pour ma tronche. Ça veut pas dire que je ne vais pas travailler, ça veut dire que c'est avant tout pour ma tronche et que si j'ai envie, moi, d'avancer sur un projet à moi, business ou pas du tout, c'est, mes temps calmes à moi pour me laisser le temps et tu vois, mardi, jeudi, c'est mes visios et mercredi, c'est mon business, c'est ma strat, c'est, mon market, c'est mes offres, c'est j'avance sur là où j'en suis et vers là où je veux aller, tout doucement, mais j'avance quand même, un jour par semaine et mon business, mes clients, c'est le mardi et le jeudi et tout le reste du temps, c'est ma tronche, quoi. Cool. Avant de passer aux petites questions en vrac, est-ce que tu peux du coup résumer peut-être en une phrase ce que tu fais aujourd'hui et bah, ce que tu vends? C'est l'instant Yep. promo. Alors, comme je le disais au tout début, et plusieurs fois aujourd'hui, je suis, coach pour entrepreneurs, mentor business parce que, le coaching, apporte énormément
de ressources, en tout cas, permet de gagner en clarté, permet d'avoir des questions et quelqu'un qui va pouvoir mettre en miroir certaines choses. Le mentoring, je ne le sors pas de mon business, de ma vie, parce que bosser avec quelqu'un et partager des raccourcis et des expériences, c'est toujours hyper riche. Donc, je ne choisis pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et podcasteuse. Toujours, ça n'a pas changé. J'ai mis du temps à me remettre à mon podcast, mais il est à nouveau en ligne depuis Oui, j'ai vu juillet. ça. Ouais, c'était très, très difficile, mais j'ai délégué. Première fois de ma vie que je délègue mon podcast et j'ai délégué à Jade Tonga, qui est absolument incroyable, tout ce qui était montage, même si tout était déjà prémonté, mais surtout mise en ligne et charge mentale, moi de l'extérieur pour vraiment être podcasteuse. Heu et donc du coup, moi, aujourd'hui, j'aide des entrepreneurs qui ont perdu l'élan, quand ton business tourne sur le papier, mais que toi, tu as pas forcément envie de tourner avec. Hem, Clairement, moi, ce qui me plaît aujourd'hui, et ça a toujours été le cas et tu vois, quand j'en parle encore, j'avais déjà créé ça en 2022, mais j'étais, allée sur, l'appel, Scale ton business et Mova me permettait de scaler donc je suis allée tête baissée dans Mova, quoi. Mais mon programme Réveille ton biz, c'était vraiment, déjà pour t'aider à sortir du creux, retrouver l'énergie, et surtout remettre du sens, en tout cas le sens vers lequel tu as envie d'aller dans ton activité. Encore une fois, sans bullshit et sans recette toute faite. J'ai une vision de l'entrepreneuriat profondément humaine, et je ne suis personne pour te dire quoi faire, même en mentorat. J'accompagne avant toute chose un humain qui a envie d'aller à un endroit sur cette route, il y a des questions, il y a des challenges et donc moi je suis là pour accompagner et baliser un petit peu le terrain. Je suis toujours contactée pour être coach et mentor dans des programmes. Je suis toujours contactée aussi pour apporter ma spécialité podcast puisque mes produits digitaux de création de lancement et de création de générique de podcast sont toujours disponibles. Idem pour tout ce qui est mettre en place son plan média, c'est toujours disponible. Mon flash spotlight que j'ai créé dans l'urgence en 2024, il est toujours là et j'ai fait une vente la semaine dernière parce que j'en parlais à une ancienne cliente et elle m'a dit: OK, c'est maintenant que je vais le faire aussi». Mmh. Voilà, les offres sont toujours disponibles et mon coaching à moi, mon coaching 1-1, il est en cours de créa parce que là, je suis en train de passer ma certification et donc encore une fois, c'est à mon rythme. D'abord, je pratique, je passe ma certification et je sors le coaching comme moi je l'entends, avec la méthode coaching apprise évidemment, mais aussi avec, tout ce que j'ai appris sur ces dernières années en. Trop cool, trop cool. Du coup, je me pose la question, est-ce que tu as bien fait d'écouter ou de ne pas écouter justement la Justine d'autrefois qui disait: «Je veux pas être entrepreneuse»? Tout dépend quel jour tu me poses cette question. Non, non, en réalité, je suis ravie, de m'être lancée. Vraiment, je suis ravie. Je veux pas dire que la vie est douce, la vie est belle, mais en réalité, même d'avoir passé 6 mois, chez Indie, la vie était pas plus douce et la vie était pas plus belle. Ma tartine de merde n'avait pas le même goût. C'était une autre tartine de merde, tu vois? C'était une autre tartine qui était choisie. En réalité, c'est le choix de la vie que tu as envie de mener et moi, aujourd'hui, je ne pourrais faire à aucun autre endroit tout ce que je fais et déjà, ne serait-ce que par mon rythme de travail. Qui est l'employeur qui va te dire: «Très bien, tu veux travailler mardi, mercredi, jeudi? Bah, OK. Le mardi et mercredi, tu veux faire ça? OK, puis le jeudi, tu veux» enfin non, personne en fait, ou sinon c'est un temps partiel où tu es payé une cacahuète. Non, aujourd'hui, mon chiffre d'affaires, il est bon, mais il est bon pour moi sur mes besoins, déjà de récupérer la thune que j'ai injectée dans ma boîte, à savoir 18 000 €. Et puis pour, faire ma trésor et pouvoir me rémunérer tranquillement et avoir, mes petites charges, tu vois? Enfin, aujourd'hui sur du mensuel, je tourne entre 3 000 et 6 000 € de chiffre d'affaires, sans me casser la tronche à, closer, faire des lancements, des masterclass. J'adore les masterclass, mais j'ai là pas le goût, pas l'intérêt d'en faire et quand je fais des masterclass, c'est dans des programmes sur des sujets et avec des élèves qui sont ravis de m'avoir. C'est pas pour Bah, à vendre. ton rythme. Ouais, trop C'est bien. ça, Parce qu'en fait, le principal, c'est est-ce que tu es heureuse aujourd'hui, à l'état actuel? J'entends plus ou moins que c'est oui, c'est OK, tu vois? Il y a pas carrément. à blâmer peut-être la Justine d'autrefois de 2020 qui faisait des 12-13 K, mais qui voyait pas le jour et Mmh. aujourd'hui, on sent que, bah, tu t'es plus réaligné à toi, et que tu as envie de mettre l'humain au cœur de tout, quoi. C'est ça, exactement et en réalité, le financier, en fait, il peut être un moteur pour certaines personnes et des objectifs de chiffre d'affaires peuvent être très concrets sur des besoins de vie, des besoins d'équipe, des besoins de structure et cetera. Aujourd'hui, moi, mon seul besoin,
c'est juste, moi de kiffer dans mon business, tu vois? C'est pas d'avoir à nouveau une équipe, c'est pas d'avoir des gros programmes de groupe avec des gros lancements et donc des grosses dépenses pour faire tes gros lancements. J'ai plus envie aujourd'hui de me dire: «OK, bah, je vais dépenser 1 500-3 000 € en publicité pour, faire de l'acquis, pour pouvoir faire de la vente derrière». C'est pas, ça a été fait, c'était une super expérience, j'ai kiffé, vraiment j'ai kiffé tout ce que j'ai mis en place, avec qui j'ai bossé. Zéro regret sur tout ce que j'ai mis en place jusqu'avant. Maintenant aujourd'hui, ça me permet de choisir sur j'ai connu tout ça, j'ai vu l'autoroute que j'étais en train de prendre, j'ai vu aussi ce que j'ai le mur qui arrivait devant moi si je continuais comme ça. En fait, aujourd'hui, je préfère les petits chemins de campagne, à l'autoroute à 230. Chemin de campagne sur mon vélo, pas mal aussi, c'est cool. On en revient au démarrage, à la campagne. Exactement. Trop cool. Écoute, je vais te finir, par te poser des petites questions en vrac. L'idée, c'est que tu puisses Yes, répondre de manière, intuitive sans, justificatif. Voilà, pour qu'on apprenne un petit peu plus à te OK. connaître. Du coup, si tu prends un petit déj, tu plutôt salé ou sucré? Salé. Ton film ou ta série préférée? Grey's Anatomy, forever. Mer ou montagne? Montagne. Matin ou soir? Plutôt lire un livre ou écouter un podcast? Écoute un livre audio? Pas mal. Thé ou café? Café? Quand tu veux te détendre, sport ou canapé? Tu préfères travailler dans le silence ou avec de la musique? Musique. Plutôt freestyle ou organisé? Freestyle organisé. Nickel. Et 1 million cash maintenant ou 10 000 € par mois à vie? 10 000 € par mois à vie. Bah, écoute, moi je suis trop content, Justine, d'avoir fait l'épisode avec toi. J'ai appris plein de choses parce qu'au final, je connaissais que certaines brides, donc c'est toujours agréable de découvrir la personne et je sais qu'il y aurait eu encore plein d'autres choses à dévoiler. Ce sera peut-être l'objet d'un autre podcast. En tout cas, je te remercie. Est-ce que toi, tu aurais un dernier message à faire passer, soit un truc dont on n'a pas du tout parlé, ou soit rebondir sur une chose? Déjà, mon message, c'est te remercier. Merci beaucoup pour, ce temps avec toi, ces questions et le fait d'avoir retracé mon parcours. C'est vrai que c'est très rare qu'on me demande, l'enfance, d'où est-ce qu'on vient. On est plutôt sur qu'est-ce que tu as mis en place, où est-ce que tu en es aujourd'hui et pas Mmh. le c'est quoi le terreau de départ. Donc, merci, d'avoir fait ce saut dans le temps. Très cool d'avoir repensé à tout ça et de l'avoir partagé. Et je pense que ce que j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, en fait, c'est, non pas de se foutre la paix, mais de se laisser. Laisser le choix de faire ou de ne pas faire. Se laisser, en fait. Des fois, de créer le vide et se faire porter par autre chose, c'est peut-être tout ce dont on a besoin. Et alors oui, il y a le facteur chance et déclenchement d'opportunités, mais en réalité, la vie aussi fait bien les choses et donc parfois, elle peut apporter, ce dont on a réellement besoin. Encore faut-il avoir l'espace et le fait de pouvoir se laisser. Ça sera le mot de la fin. En tout cas, je te sens beaucoup plus apaisé et c'est cool de te voir comme ça. On Merci. mettra en description tous les liens pour s'abonner. N'oublie pas le truc sur la musique, que j'aille écouter tout ça là, que je fasse ma petite Yes! souris. Parfait. Et puis bah moi, je te souhaite en tout cas tout le bonheur et toute la réussite du monde. Merci beaucoup Tom et puis à très bientôt. À bientôt, bye bye. Bye.